On va explorer ensemble une idée à la fois simple et, je crois, assez profonde. La discipline, ce n'est pas juste une contrainte, c'est une architecture, une sorte de structure invisible qui soutient non seulement les individus, mais des civilisations entières. Non, les nations, ce n'est pas quelque chose de naturel. Ce n'est pas tombé du ciel. Toutes, sans exception, sont le résultat d'un effort, d'une intention, d'un dessein structuré. Elles ont été bâties, pierre par des actes de discipline collective. Alors, la vraie question, c'est celle-ci. Quelle est cette ossature invisible? Si on imagine une civilisation comme un grand édifice, quel est son plan, son architecture interne, celle qui lui donne sa cohérence et qui lui permet de durer? Et pour commencer à comprendre cette architecture, eh bien, il faut regarder à sa base, à ses fondations. Et la fondation, c'est l'écriture. Parce que l'écriture, ça ne fait pas qu'enregistrer la pensée, ça la façonne. Pensez-y, le Japon, comme d'autres civilisations d'Asie de l'Est, a d'abord adopté le système d'écriture chinois. Et les kanjis, c'était bien plus que des lettres. Ils ont en quelque sorte fourni le premier plan architectural, un outil incroyablement puissant, pas seulement pour communiquer, mais pour organiser la pensée, la loi et la société elle-même. Et ce qui est absolument fascinant, c'est que cette idée est gravée dans la langue elle-même. La civilisation, bunka, ce n'est pas une chose qui est décrite par l'écriture, elle est la transformation que l'écriture opère sur le monde. Elle met de l'ordre dans le réel simplement en le nommant. Mais voilà, importer une architecture, ça ne suffit pas. Pour qu'elle devienne vraiment la sienne, une culture doit se l'approprier, l'adapter et même y ajouter ses propres pièces. Il y a un moment où il faut passer de l'emprunt à la création. Et c'est là qu'interviennent les kokuji. Ce sont des caractères qu'on ne trouve pas en Chine, inventés directement par les Japonais pour décrire leur propre réalité. Là, on n'est plus dans l'imitation, on est dans un véritable acte de souveraineté culturelle et linguistique. La logique derrière cette architecture est à la fois poétique et d'une précision redoutable. Chaque signe est un micro-récit. Le travail, ce n'est pas juste une tâche, non, c'est littéralement le mouvement de la personne. Le col de montagne, ce n'est pas un point sur une carte, c'est l'expérience vécue du paysage, avec sa montée, puis sa descente. Et le sacré, ce n'est pas une idée abstraite, il est là incarné dans l'arbre divin. L'écriture ne fait pas que nommer le monde, elle en révèle la philosophie profonde. Le point crucial, il est donc là. En créant ses propres mots, ses propres caractères, une culture ne fait pas que décrire son monde. Elle le construit. Elle lui donne activement une structure de sens qui lui est absolument unique. Et cette logique de construction, elle ne s'arrête pas aux frontières des nations. Non, elle descend jusqu'à l'échelle la plus intime, celle de l'individu. L'architecture externe trouve son miroir dans une architecture interne. Des moines zen ont mis un mot sur cette architecture intérieure, Goji. Oubliez la liste de règles à suivre. C'est un principe de cohérence interne absolue. Une pratique continue où la lutte intérieure pour prendre une décision a tout simplement été éliminée à la source. Le secret psychologique du Gwaji, il est dans cette distinction. Un engagement, disons, réversible, comme « je vais essayer de me lever tôt », ça ouvre la porte à la négociation avec soi-même, à l'hésitation, à la perte d'énergie. Alors qu'un engagement irréversible, « je me lève à 5 heures », point, ça supprime la négociation. La décision est déjà prise. Et l'action devient aussi simple, aussi peu négociable que de respirer. On peut alors commencer à voir nos habitudes disciplinées comme des sortes de kokuji personnels. Chaque action cohérente, répétée sans jamais faillir, est comme un caractère qu'on forge pour soi-même. Et à la fin, ces actions finissent par définir une identité, par construire un soi structuré, un peu à l'image des caractères qui structurent une langue. Bien sûr, cette architecture interne, elle ne vit pas dans une bulle, elle interagit avec d'autres. Et si on projette cette idée sur la scène internationale, eh bien, un lieu comme Genève, carrefour de la diplomatie mondiale, devient le théâtre parfait pour observer ces interactions. Imaginez la scène, dans les années 20 et 30, au cœur de la Société des Nations. D'un côté, il y avait cette vision universaliste, très occidentale, qui postulait une sorte de culture humaine unique. Et de l'autre, des pays comme le Japon, qui défendaient l'idée que la vraie coopération, ce n'est pas l'effacement des différences, mais un dialogue respectueux entre des particularités, entre des architectures de pensée souveraines. Cette philosophie se traduit par une discipline collective, une véritable architecture de la décision, comme le processus Ringisho. Là, la décision n'est pas imposée d'en mots, pas du tout. Elle est construite depuis la base, brique par brique. Du nemawashi, la préparation informelle en coulisses, jusqu'à l'approbation formelle, chaque niveau participe à la construction. L'action finale n'est pas un ordre, c'est la conclusion logique d'une architecture de consensus. On est parti de l'écriture pour arriver à la nation, puis de la nation à l'individu, et de l'individu au collectif.
Tous ces chemins nous ramènent finalement au même endroit, au seul territoire qui nous appartienne vraiment. Les empires s'effondrent, les alliances se reconfigurent, les technologies changent tout le temps. Tout ce qui est extérieur est en mouvement perpétuel. Et face à ce flux incessant, la seule véritable souveraineté, le seul territoire sur lequel on peut exercer une maîtrise durable, c'est celui de notre propre architecture intérieure. La question qui se pose alors n'est pas de savoir comment imiter un modèle, mais comment construire le sien. Quel est le premier signe à forger, la première pratique à rendre irréversible? Finalement, quelle est la première pierre posée dans la construction de toute architecture intérieure?